L'industrie du bœuf de boucherie est très répandue au Québec. C'est l'une des seules productions animales à être encore accessible pour ceux qui souhaitent se bâtir une entreprise agricole. Bienvenue à Agriproduction. La ferme Barrette et Frères à Saint-Edmond est une entreprise toute jeune. Ce sont deux frères qui sont la première génération de propriétaires de l'entreprise de bœuf de boucherie. Dans notre cas, ce qui est particulier, on est une entreprise de première génération. Nous, on est des gens de la ville de Québec. Et il y a de ça, en 2003, mon frère et moi, grâce à l'aide de nos parents, on a pu acquérir une entreprise ici qui était déjà en opération, mais qu'on a fait croître pour en arriver à quelque chose aujourd'hui qui est plus à notre convenance. Et donc, oui, aujourd'hui, on réalise la 13e année de production. Oui, on est des gens de Québec, mais avant d'être ici aussi, mes parents avaient une fermette dans la région des Bois-Francs. On avait un voisin qui était producteur agricole et faisait du bœuf de boucherie. Donc, dès notre plus jeune âge, on avait été séduits par cette production-là. C'est évident qu'on a chacun nos forces, nos faiblesses. Moi, ayant travaillé à l'extérieur les premières années, mon frère avait pris les rênes, pas lui seul, mais en bonne partie lui, sur ses épaules l'entreprise. Alors, je vous dirais, toutes les tâches, l'essentiel des tâches de comptabilité, gestion, bon, ça lui revient. Mais après ça, je dirais au quotidien, pour tout ce qui est tâches manuelles sur le terrain, on se partage très bien ça. Si on parle de partage, on travaille en équipe assez souvent. Alors, en général, on est tous les deux pour réaliser les tâches. Mais oui, on a un petit peu plus certains champs d'intérêt. Mais rien. Tout est couvert sur l'entreprise. Malgré nos préférences, tout se doit d'être couvert. On a misé quand même sur une bonne efficacité du travail, ce qui est important quand même pour assurer une marge positive dans l'exploitation de l'entreprise. Alors, nous, on travaille, mon frère et moi, aidés de voisins, de nos parents. Alors, on pourrait dire, grosso modo, on a peut-être 3 UTP là, à temps plein sur l'entreprise. L'industrie des bœufs de boucherie se segmente en deux parties. On pourrait, je te dirais, assez simplement, on pourrait le segmenter. Il y a deux grandes parties. Il y a la production vache-veau, qui est la partie que nous réalisons, c'est-à-dire d'avoir des mères reproductrices qui nous donnent un veau par année que nous allons revendre après ça à un engraisseur qui, lui, effectue la deuxième partie, la deuxième phase de la production, qui est à dire de prendre un animal qui est à peu près à la moitié de sa croissance et l'amener à son poids d'abattage, qui est d'à peu près 1400-1500 livres. Et voilà, c'est à peu près ça. Même si l'élevage n'est pas destiné à l'engraissement, le sort des vaches se termine quand même à l'abattoir. En fait, l'essentiel de nos produits ici, c'est les veaux qui s'en vont à l'engraissement. Donc, eux, non, ça ne sont pas prêts à l'abattage. Cependant, ce qu'il faut quand même admettre, c'est qu'en bon an, mal an, 15 des animaux reproducteurs vont être vendus, je te dirais, pour l'abattage, pour des fins de rafraîchissement, ce qu'on appelle aussi la réforme des vaches en fin de carrière. Là, justement, quand vous parlez, une vache est en fin de vie, là, elle s'en va dans l'abattoir. Cette vache-là, vous la remplacez par son bébé, tu sais, comment... Sur notre entreprise, chez nous, on va plutôt acheter des animaux chez des gens qui en font une sélection plus poussée, si on veut. Mais oui, nous, on achète bon an, mal an, il faut voir acheter la relève pour maintenir ou faire croître le troupeau. Ici, sur l'entreprise, on a grosso modo 250 mères reproductrices, puis les taureaux qui se rajoutent là-dessus pour faire le travail. Et en été, le cheptel double, étant donné l'arrivée des petits. Chaque mère a à peu près un veau. Et donc, en été, c'est plus de 500 têtes un petit peu là, à s'occuper. Sur une entreprise comme la nôtre, ça a une espérance de vie de 9 ans, une vache. Alors, après en général, là. Donc, c'est son espérance de vie moyenne. Donc, il y a certaines vaches vont quitter plus tôt, d'autres plus tard, tu sais, là.
Mais la fin de carrière se termine toujours à l'abattage. L'élevage compte des vaches de type croisé. Mélanger les sortes est plus avantageux pour la production de veaux. Bien, dans le type de production dans lequel on est, le croisement des bêtes est vraiment un atout. Alors, surtout au niveau, au niveau dans lequel on est, c'est-à-dire au niveau commercial, qu'on met en marché du veau. Moi, ici, c'est de mettre du veau et non pas de faire des animaux de pure race. Alors, on travaille avec des mères croisées de différentes races, dont, si on veut, le classique, du Simmental, le fameux Angus, du Shorten, un peu d'Hereford. Bref, en tout cas, des mères, des races qui offrent des bonnes qualités maternelles, parce qu'on veut d'abord des bonnes mères. Ce serait une possibilité de travailler en race pure, mais c'est plus avantageux dans notre cas de travailler avec des animaux croisés. Le croisement des races amène des avantages économiques et techniques. OK. Est-ce que ça fait produire plus de viande ou, tu sais, c'est quoi? Ça peut être, je te dirais, ça peut être plus de la viande, mais ça peut être aussi des coûts plus bas, c'est-à-dire des animaux qui demandent moins de soins. Donc, plus de vigueur, plus de résistance à certaines maladies, une meilleure conversion alimentaire. C'est une série de petits avantages mais qui, au global, tout ça mis ensemble, ça devient plus intéressant. Les propriétaires effectuent une sélection accrue des vaches. Ce sont des animaux qui demandent peu d'entretien. Par définition, c'est une mère et nous, on fait aussi la sélection de nos animaux. Ça fait en fonction de ça. Ce sont des employés. Alors, on fait une sélection de façon à ce que ça soit, faut que ça soit une bonne mère pour mériter d'être sur l'entreprise. Sinon, si c'est pas une vache qui est capable de nous livrer un veau par année, elle n'aura pas une très longue carrière sur l'entreprise. Il faut qu'elle génère du revenu. Que voulez-vous? À la base, si on a fait une bonne sélection d'animaux, il faut se dire que c'est des bêtes qui travaillent pour nous. Alors, en ayant fait une bonne sélection, c'est des animaux qui ne demanderont pas tant de soins que ça. Ce qu'il faut s'assurer, c'est d'une bonne alimentation. Quand même, il faut dire à se nourrir que de végétaux. Il faut que ça ait de l'allure si on veut être capable de maintenir une aussi grosse charpente. Les bovins ont la capacité de transformer les végétaux en énergie par leur fermentation ruminale. Alors, il faut s'assurer d'avoir une alimentation équilibrée pour avoir une bonne condition de chair, c'est-à-dire un bon niveau de gras, afin que notre vache ait la facilité à se reproduire, à se maintenir durant l'hiver. Et aussi une bonne médecine préventive au travers de ça pour faire l'essentiel du travail. Quand on a fait une bonne sélection, une bonne médecine préventive, il va y avoir très peu de soins curatifs à apporter. La médecine préventive et le contrôle de ces animaux-là, 2 à 3 fois l'an, on va passer, je dirais, à l'étable pour effectuer ces fameux traitements préventifs-là. Alors, ça prend des installations enclos, corral, cages pour manipuler tout ça, faire un examen par année. J'ai un examen vétérinaire qui passe dessus une fois l'an, là, faire un test de gestation. C'est son ticket pour se mériter de passer l'année au sein de l'entreprise. La confirmation de sa gestation. Nous aussi, sur l'entreprise, et comme dans l'essentiel de l'industrie, c'est presque uniquement des fourrages pour ce qui est de nourrir les vaches. Mais on va compléter par contre l'alimentation avec des minéraux, vitamines pour balancer tout ça. Si on veut, les plantes à elles seules n'arrivent pas à fournir tout ce que ça prend comme oligo-éléments pour maintenir la santé des vaches. Elle peut se garder en vie, mais si on veut aussi avoir un animal productif, il vaut mieux compléter en faisant l'ajout de minéraux qu'on va leur laisser. Ils ont libre choix d'en manger ou pas. Et puis là, vous parliez un peu tantôt de soins, justement. Donc, si une vache a besoin de traitement, vous la traitez, là. Oui, évidemment. Il ne faut pas penser qu'on se fait plaisir à laisser ça souffrir, là. C'est notre gagne-pain. Alors, s'il y a des soins curatifs qui s'imposent, évidemment, on les applique. Et quoi qu'il faut quand même admettre qu'à certains moments, des fois, ça n'en vaudra pas la peine et on va simplement vendre la bête. La ferme Barrett et Fils possède 13 taureaux pour effectuer le travail d'insémination. Étant donné que nous, les naissances ont lieu au printemps, on se sert de la belle période pour l'arrivée des petits. Ça nous amène donc à une période de reproduction en été, essentiellement dans le mois d'août. Et à ce moment-là, étant donné que les animaux sont au pâturage, effectuer des inséminations artificielles, ça devient assez compliqué. Alors, on travaille plutôt avec l'insémination naturelle à l'aide des taureaux.
Puis est-ce que ça fonctionne bien généralement? Oui, grosso modo, c'est 90 des animaux qui vont réussir à être fécondés, si on veut, par les taureaux. On ne peut pas obtenir mieux, vraiment. Là. Il n'y a rien qui va battre la saillie effectuée par les taureaux. Bon, c'est certain, l'insémination artificielle va nous amener un petit peu plus de choix dans la possibilité de sélection génétique, mais disons que en ce qui nous convient le mieux, c'est la saillie naturelle par les taureaux. Il faut penser, là, nous aussi, sur notre entreprise, les veillages se déroulent sur une 60aine de jours. Alors, pour parvenir à avoir un aussi court laps une aussi courte période de veillage, ça nous prend plusieurs taureaux pour être capable de faire le travail dans un délai assez court durant l'été. Alors là, il y a un ratio d'à peu près un taureau pour 30 vaches, si on veut s'assurer que les saillies se fassent dans une assez courte période. Le propriétaire tient à démystifier les rumeurs concernant l'agressivité des taureaux et des vaches de boucherie. Ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que nous, les taureaux sont tous ensemble à l'année, sont habitués de se côtoyer. Si on veut défaire le mythe à savoir si un taureau est agressif ou pas, c'est certain que le classique, souvent, c'était de voir des fois des taureaux qui étaient laissés à eux seuls dans un enclos, dans une étable. C'est évident qu'il faut se mettre à sa place. C'est un mâle reproducteur, fait que c'est évident. S'il est tout seul en dedans, on peut comprendre qu'à un moment donné, il peut avoir des frustrations. Hein? Mais à l'inverse, dans notre cas, ils sont entre eux, ils sont au champ, ils se dépensent l'énergie. Entre eux, bon, ils passent leur temps à revoir leur hiérarchie, à socialiser entre eux. Alors non, en général, ils sont très calmes. Il peut arriver qu'on peut en avoir des plus agressifs, mais disons que personne, à peu près aucun producteur va oser les garder. Parce que c'est un problème à gérer. T'sais. Est-ce que c'est vrai qu'aussi les vaches de boucherie sont quand même assez agressives? Non, ça aussi, malheureusement, c'est un mythe aussi. Comme je disais, c'est une proie, donc à la base, c'est un animal assez calme. Et la seule période dans l'année dans laquelle elle peut démontrer un petit peu d'agressivité ou si on veut être un petit peu protectrice, si on veut, c'est suite à la naissance de son petit, mais encore là, ce sont des cas marginaux. Les vaches sont divisées en petits groupes dans les prairies. La ferme doit donc posséder une grande quantité de terre. Il y a une question d'âge. Les jeunes mamans sont gardées ensemble parce que, étant donné qu'elles sont en lactation et en croissance, elles méritent, on apporte toujours un petit soin jaloux à ces bêtes-là pour s'assurer qu'à la fin de leur premier été avec leur veau, qu'elles n'aient manqué de rien et qu'elles soient en bonne condition pour passer leur hiver. Mais outre ça, les vaches adultes ici, il n'y a pas vraiment de regroupement logique. Là, on forme des groupes d'une 50aine de mères. Pourquoi une 50aine de mères? C'est qu'on est au Québec, on a des précipitations assez généreuses. Alors, on fait des groupes de cette taille-là qui font en sorte que ça se gère bien, même en période de pluie. Car c'est bien beau être au champ, mais si on a des périodes de pluie abondantes et qu'on a des gros groupes d'animaux, bien des fois, on va vivre du piétinement dans nos prairies, donc des baisses de rendement ultérieurement. Donc, c'est un groupe chez nous qui nous convient, qu'on trouve que ça permet une belle gestion des pâturages et en même temps, on n'abîme pas trop en période de pluie excessive. Oui, bien, tout dépendant des rendements qu'on a, évidemment, ça en prend passablement, mais il faut calculer, je vous dirais, à peu près 2 hectares par vache. Là. Alors, surtout que l'essentiel de la production bovine se fait souvent dans des terres marginales, un peu moins productives. Donc, c'est pour ça qu'il faut se calculer un petit peu plus de superficie que d'autres en production laitière, si on veut. Là. Alors, si on parle exclusivement pâturage, 2 hectares pour faire une bonne saison de pâturage, une saison assez longue, c'est à peu près la braquette dans laquelle il faudrait se tenir. Puis là, j'imagine que vous avez des terres aussi cultivables à côté pour justement autant les nourrir que les exploiter un peu. Là. Oui, évidemment. C'est ça, l'hiver que nous avons au Québec nécessite une alimentation mécanisée. Hein. C'est encore difficile de concevoir passer l'année à brouter. Quoique d'année en année, à différentes techniques, différentes plantes, on arrive à étirer la saison de pâturage, qui est un atout important dans la production, qui est une phase assez économique. Mais oui, parallèlement au pâturage, ça nous prend des prairies aux côtés pour nous fournir des fourrages pour être en mesure de passer l'hiver. L'hiver, ils sont gardés à l'extérieur en enclos contrôlé, si on veut, là, avec une alimentation. On apporte les fourrages de façon quotidienne. Là. Mais l'hiver, ils sont dans des enclos avec des brisements qui les protègent du vent, qui est l'ennemi numéro 1.
c'est pas la température, mais le vent qui est le plus grand ennemi. Alors, il y a les protèges du vent, litière de paille sur lesquelles ils peuvent se coucher, ça c'est chaud durant les grandes périodes. Et puis, évidemment, compléter un petit peu de minéral pour balancer tout ça. Après la pause, le bœuf de boucherie, une industrie libre. 23-4, l'ambulance demandée est en route. Pour votre cas de faculté affaiblie, amenez votre détenu au poste 12. Il y a des fins de soirée qu'on peut regretter longtemps. Une voiture au 2243 Notre-Dame-Ouest. Alors si vous savez que vous allez prendre un verre, prévoyez vos déplacements. Vous ne le regretterez jamais. Prévoyez le coup. Lorsqu'on boit, on ne conduit pas. À mon âge, personne n'est à l'abri de perdre son emploi. Personne n'est à l'abri d'avoir une maladie. Personne n'est à l'abri de tout perdre. Personne n'est à l'abri de l'indifférence et de l'itinérance. C'est grâce à l'appui de tous que j'ai pu m'en sortir. Se partir une entreprise de bœuf de boucherie est encore possible. Le prix du bœuf ayant augmenté en flèche, les revenus de la ferme sont accrus. La capitalisation de départ est moins importante. Ce qui est particulier au bovin, c'est qu'on peut commencer à petite échelle. Alors ça, c'est toujours intéressant. Hein, on peut pas se démarrer en production laitière et dire demain matin, on va tirer que 10 vaches. Hein, là, ça ne fonctionnera jamais. Cependant, en production bovine, on peut dire on va commencer avec le minimum qui est d'une quinzaine là, pour avoir gros soutien d'État. Mais donc ça se fait très bien, là, 15 à temps partiel. Et on peut faire croître ça et améliorer tranquillement pas vite la santé financière de notre entreprise, l'équité et avoir une certaine croissance. Là, on sait que le prix du bœuf varie souvent, donc c'est plus difficile. Est-ce que ça vous insécurise un peu par rapport à ça ou? Oui, il y a des variations de prix. Cependant, au Québec, comme partout dans tous les pays, je dirais, industrialisés, il y a des mécanismes de soutien de prix par l'État. Alors ça vient nous sécuriser quand même. Et je dirais, ça prend ça pour investir autant qu'on peut le faire quand même, parce que c'est quand même des sommes assez importante qu'on peut investir et ça prend ça aussi pour sécuriser les créanciers, pour qu'ils nous accompagnent dans cette aventure-là. Alors, c'est pas propre. Le Québec a quand même un bon système pour sa gestion, pour son soutien auprès des producteurs de bovins. Et puis, faut quand même admettre que même s'il y a une baisse de prix et qu'il y a un soutien d'État, bon, il y a quand même à ce moment-là, le risque devient plus accru. Alors, il faut doubler de rigueur, mais ça demeure néanmoins un secteur, on pourrait dire, relativement stable par ces bons mécanismes de soutien de prix. Le prix du bœuf, à un moment, est à un niveau historiquement haut. On est dans des prix jamais vus à l'heure actuelle. Tu sais, là. Et pourquoi, justement, cette hausse? Actuellement, mondialement, on a une rareté dans les stocks de viande. Alors, tout ce qui est viande actuellement est dispendieux. Et notamment le bœuf qui, lui, ses stocks sont anorexiquement bas. Dans les dernières années, on a eu des prix de grains assez élevés et des grains qui ont été utilisés pour effectuer autre chose que de l'alimentation animale, que ce soit de la production d'énergie, d'éthanol. Et ça l'a mis une pression un peu trop forte sur la production bovine, ce qui fait qu'elle a été délaissée un petit peu dans les dernières années mondialement. Et donc, les stocks de viande ont baissé. Et tranquillement, pas vite, je dirais, la production de bœuf, la viande de bœuf est en train de devenir une viande de luxe. Ça, c'est un phénomène auquel le consommateur doit s'attendre. C'est que ça va de plus en plus, le prix du bœuf est appelé à augmenter à cause de sa rareté, mais aussi à cause de la demande croissante dans les produits, dans les pays en croissance, les pays émergents. Ces gens-là ces pays-là qui sont assez populeux, on commence à mettre de plus en plus de bœuf dans leur assiette et ça crée une pression assez forte. Là, et donc, le bœuf est appelé à devenir
une viande très noble. Les propriétaires sont libres d'utiliser certains produits sur les vaches. Le marché est toutefois réglementé. Ce sont des produits qu'on a libre choix d'utiliser. Les hormones de croissance, ça fait des années que ça existe. C'est autorisé dans certains pays, dans d'autres pas. Au Canada, c'est homologué, on a le droit d'en faire usage. Sur notre entreprise, nous en faisons usage. On n'arrive pas à en démontrer les effets néfastes. C'est un atout, hein, je vous dirais. Si on veut parler d'antibiotiques, bien ça, il y a différentes façons de voir ça. Quand on l'entend au premier coup, on a une pensée un peu péjorative à l'idée de ça, mais je vous dirais, un antibiotique peut simplement être un aliment qui va favoriser la production de certaines bactéries dans la digestion de l'animal et qui va optimiser sa production, sa conversion alimentaire. À ce moment-là, on parle d'un animal plus efficace, qui gaspille moins. On améliore donc le bilan énergétique de la production. C'est quelque chose qu'à certains moments, on peut plus ou moins se passer. Donc, mais c'est quand même une bonne viande, là. On ne peut pas dire que c'est une viande de mauvaise qualité. Non, évidemment. Peu importe ce qu'on utilisera au Canada, on demeurera toujours avec un produit de qualité. Il faut savoir quand même que le Canada est parmi un des pays les plus réglementés au monde, hein. Alors, même si oui, on fait usage de certains antibiotiques ou d'hormones à certains moments, il y a un suivi très rigoureux qui est fait là-dessus de la part de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Et aussi, comme je disais, la réglementation étant ce qu'elle est, il n'y aura jamais d'excès et on demeure avec un produit haut de gamme. Quand même. La possible perte de la gestion de l'offre dans la production laitière inquiète également le propriétaire. Les retombées de l'agriculture sont beaucoup plus grandes. Il faut savoir qu'en agriculture, un emploi direct en agriculture en représente 7 sous le... Comment je l'expliquerais bien, là? C'est 7 emplois de générés en arrière, là, si on veut dans la transformation, tout ça, les autres services. Okay. Quand même, au Québec, le secteur agroalimentaire, c'est quelque chose qui est très important. Le secteur du bovin n'est pas touché directement par la gestion de l'offre. Nous, à l'inverse, on est sur un marché libre. Là, et même l'ouverture, l'échange qui serait favorisé avec d'autres ententes, c'est positif pour la vente de bœuf, car le Canada est un exportateur net de bœuf. Hein, grosso modo, le 2/3 du bœuf canadien est exporté. Alors, c'est bon d'une part, mais d'un autre côté, ça serait très déstabilisant, car l'essentiel de l'agriculture au Québec est sous gestion de l'offre, qu'on pense à la volaille, aux œufs, la production laitière. Alors, si la gestion de l'offre devait tomber, quand même, on fonctionne dans un système qui est bien établi, et ça depuis plusieurs années. Et si la gestion de l'offre devait être fortement écorchée, évidemment qu'on serait touché. Moi, je peux pas... Mes voisins, amis et voisins, producteurs sous gestion de l'offre, j'ai besoin d'eux, entre nous, que ce soit pour le partage de services financiers, de fournisseurs, tout ça. Alors, c'est inquiétant d'une part. Moins inquiet parce qu'on n'est pas directement dedans, mais on ne peut pas l'ignorer. On peut pas être contre l'ouverture de marché pour la vente de viande, mais il faut que tout ça se fasse de façon, je dirais, de façon équilibrée et une bonne transition, parce que oui, on va être content d'avoir une certaine ouverture de marché pour la vente de viande, mais ça, c'est pas du jour au lendemain qu'on va se mettre à vendre des volumes supplémentaires. Les frontières peuvent s'ouvrir davantage, des tarifs douaniers qui peuvent baisser, mais c'est pas du jour au lendemain que la viande bovine va rentrer. Ça prend des achats qui se concrétisent réellement entre les industriels. Mais en même temps, ça va prendre une période de... Ça prend une période d'adaptation pour aussi. Si la gestion de l'offre devait être touchée, ça va prendre une période d'adaptation. Mais souhaitons qu'elle demeure intégrale, parce que c'est très important pour l'industrie québécoise et canadienne. La production de gestion de l'offre, c'est un mode de production qui a fait ses preuves. Malgré le prix du bœuf qui fluctue sans cesse, les producteurs se passionnent de leur métier, ce qui les pousse à toujours améliorer leur qualité de production. C'était tout pour l'émission d'aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode d'Agriproduction.
On m'appelle Fenouil et je suis un conseiller du programme Les Vainqueurs. Voici Claudine. Bon lancer. Merci. C'est une nouvelle amputée. Vous voulez savoir ce qui lui est arrivé? Attache bien ta ceinture, Claudine. D'accord. Vous voulez savoir pourquoi ce terrible accident est arrivé? En fait, votre honneur, j'ai été stupide. Je sais pas pourquoi. Quand je me suis retrouvé au volant de ma voiture, je sais pas, j'ai... Avance ou pousse-toi de là! Moi, je suis pressé! Eh bien, jeune homme, vous perdez votre permis de conduire. Je vous condamne à 1 000 $ d'amende et à 1 an de prison. Il est trop tard pour verser des larmes. Vous trouvez que je suis trop dur avec vous? C'est pas ça, votre honneur. Je souhaiterais pouvoir rendre à cette fillette le bras qu'elle a perdu. Allez, viens, Claudine! L'eau est très bonne! J'arrive tout de suite. Comment vous sentiriez-vous à la place du conducteur qui a blessé Claudine? Nous, les enfants du programme Les Vainqueurs, avons un important message pour vous. Prudence au volant. Un message du programme Prudence au volant de l'Association des amputés de guerre.